dingue reprend un peu la chose. Hein. Et oui, pourtant elle est bien loin d'être dingue. Emmanuelle Seigné qui interprète donc cette sublime chanson dans son deuxième album en solo. Divine actrice, glam rock à la voix suave. Elle est aujourd'hui bien notre invitée sur Sud Radio à l'occasion donc de la parution d'un livre poignant aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à vous, Emmanuelle Seigné. Bonjour. Alors dans Ma vie incendiée, vous racontez comment votre vie et celle de votre famille a basculé le 26 septembre 2009, date à laquelle donc votre mari Roman Polanski est arrêté à Zurich, où il se rendait pour recevoir un prix d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Quels souvenirs gardez-vous de ce jour-là et comment avez-vous appris son arrestation ? Je l'ai appris parce qu'il m'a téléphoné vers 22h. Je n'arrivais pas à le joindre toute la journée et à 22h il m'a appelé et il m'a dit qu'il l'avait arrêté. Et il m'a demandé d'appeler son avocat à Los Angeles. J'ai griffonné son numéro de téléphone et puis il a raccroché. Donc au début j'ai pensé un peu que c'était une blague et non, hélas, c'en n'était pas une. En fait, un mandat d'arrêt international avait été lancé par les États-Unis et ce, depuis 2005. Depuis 2005. Avant, il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt a été, comme je l'explique dans mon livre, il a été créé en 2005. Ah Pourquoi en 2005 ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a eu ce procès de Vanity Fair qu'il a gagné. Donc, peut-être qu'il y a eu ça, et il y a eu aussi surtout le procureur de l'époque qui, comme là-bas les procureurs sont élus par le peuple, il a voulu faire du zèle et il a mis ce mandat d'arrêt. Ah oui. Et donc la justice américaine s'est complètement acharnée sur lui. Qu'est-ce qui a pu attiser la haine des magistrats américains ? Le fait, effectivement, vous le racontez, qu'après, il a quand même exécuté donc sa peine aux États-Unis. Oui, absolument. Il avait donc reconnu sa faute dans l'affaire donc Samantha Gamer. On le rappelle, c'était une jeune femme. Il avait été condamné donc pour une relation sexuelle illicite avec cette mineure. Elle avait à peine 14 ans, c'est ça. Mais il avait reconnu sa faute. Il avait purgé la totalité de sa peine de 42 jours de prison et dédommager donc la victime. Non, il n'avait pas dédommagé la victime. Non, absolument pas. Ça s'est fait plus tard, comme dans toutes les procédures aux États-Unis. Mais non, absolument pas. Et il n'y a pas eu de procès parce que c'est la famille de la jeune fille et ses avocats qui ne voulaient pas de procès. En fait, il aurait été mieux qu'il y ait un procès. Mais il n'y a pas eu de procès. Il y a eu cet accord avec le juge. Et le juge a trahi sa parole, et c'est ce que j'explique en fait dans mon livre, parce que c'est une histoire tellement complexe, et la justice américaine ne fonctionne pas du tout comme la justice française, et du coup je voulais vraiment bien expliquer que les gens aient accès à cette histoire et qu'ils comprennent cette histoire, parce que on dit tellement de choses qui sont fausses et les gens n'y comprennent rien, et c'est normal, même les journalistes n'y comprennent rien, parce que c'est très compliqué à comprendre, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment bien expliquer. Et que pour que les gens aient accès à Alors, ça. je crois qu'Emmanuelle Seigné, c'est bien qu'elle réexpliquer, parce que vous savez, pour tous les auditeurs, il y en a qui ne connaissent même pas l'histoire au départ. Donc, on a entendu Roman Polanski, violeur, etc. Voilà, etc. Voilà. Parce que l'image qui reste, hélas, et qui est fausse. Parce qui est que fausse. on le sait, voilà. Mais je crois qu'il faut raconter rapidement l'histoire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il a reconnu. Il a reconnu sa faute. Il a été condamné. Il a reconnu sa faute. Donc, c'était relation sexuelle illicite avec une mineure. Et le juge. C'était en quelle année ça ? C'était en 77. En 77. Et le juge lui a donné 90 jours de prison à Chino, qui est la plus grande prison de Los Angeles. Il a fait cette peine, et au bout de 42 jours, les experts psychiatres, il y en a eu 8 je crois, ont décidé qu'il n'était pas un délinquant sexuel, que c'était un accident, et que voilà, ils ont décidé de le libérer au bout de 42 jours. Et donc au bout de ces 42 jours, il a été libéré, et c'est là où le juge a trahi sa parole, et donc il a été obligé de partir, mais il n'a pas fui la justice, il a fui l'injustice. Oui, il a fui l'injustice. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, le juge voulait effectivement le remettre pour une durée indéterminée, en plus. C'est ça. Et en plus, on ne pouvait pas faire confiance à ce juge. On ne pouvait pas faire confiance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le procureur de l'époque, Roger Ganson, qui a fait son témoignage. Et grâce à 2 journalistes, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais grâce à 2 journalistes, on a accès
à ce témoignage. Dans un documentaire, oui, exactement. Non, pas dans le documentaire. Non, vous pouvez le télécharger sur Internet, c'est 160 pages. Bon, mais c'est très intéressant. Et ce procureur, il dit quoi? Il dit ça. Il raconte l'histoire que je raconte, c'est-à-dire il dit que oui, le juge de l'époque a trahi sa parole. Et c'est un procureur qui n'est absolument pas. Enfin, c'est quelqu'un de très dur, mais c'est quelqu'un de très intègre. Et il dit la vérité. Alors, en fait, ensuite, il s'est passé. On va pas tout raconter, mais c'est important. Samantha Kettner elle-même a dit bon, écoutez, l'histoire. Elle-même a dit voilà, moi, je n'ai plus de problème. On a réglé les problèmes. Absolument. Et Samantha Geimer, elle est formidable et elle essaye vraiment depuis tout ce temps, parce que pour elle, c'est affreux. On la laisse dans ce statut de victime, mais elle n'a pas envie de ça. Et elle n'a pas envie qu'on se serve d'elle pour servir une cause. Elle n'a pas du tout envie de ça. Et elle veut que cette histoire soit réglée, parce que pour elle, c'est extrêmement lourd. Ah oui. Alors, à l'époque où il a été effectivement arrêté en Suisse, la Suisse était quand même sa deuxième patrie depuis plus de 30 ans. Jamais il n'avait été inquiété dans ce pays. Non, en plus on a une maison là-bas, il n'y a jamais eu de problème. Quel intérêt? On ne sait pas. Non, mais d'abord, pardon. Il faut rester dans la chronologie. Qu'est-ce qui fait qu'en 2005... Vous le racontez dans votre livre, mais ils ont décidé, la justice américaine a décidé de ressusciter, parce que quelque part, je vous l'ai dit, parce que non, en 2005, ils ont mis ce mandat d'arrêt. Oui, mais... Pour les raisons que j'explique. C'est ce que vous avez expliqué. Voilà. Mais enfin, pourquoi? Attendez, 77, 2005, ça fait 30 ans. Ils ont mis ce mandat d'arrêt. Ils ont mis ce mandat d'arrêt. Voilà. Mais ils n'expliquent pas pourquoi. Parce que ce que vous avez dit, oui, mais... Le procureur a décidé de mettre ce mandat d'arrêt, sûrement pour se faire élire, ou pour se faire réélire, ou je ne sais pas pour quelle raison. Oui, mais c'était une affaire qui méritait... En 78, il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Oui. C'est très étonnant. Enfin, de toute façon, toute cette histoire, c'est la plus grande saga, et tout est très tout est complexe, complexe et étonnant, quoi. Bien sûr. Vous avez eu peur à l'époque, effectivement, qu'il soit vraiment extradé? Ah, oui. Parce qu'il pouvait l'être dans les 48 heures. Il pouvait l'être dans les 48 heures, et puis il pouvait l'être tout le temps je l'explique dans mon livre, c'était comme une épée de Damoclès. Donc, oui, il aurait pu être extradé, mais si les Suisses ne l'ont pas extradé, et les Polonais aussi, après, qui ont fait tout ce procès pendant 8 mois aussi par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que ils ont compris qu'il y avait un problème et que les Américains mentaient. Sinon, ils l'auraient extradé tout de suite, bien sûr. Les Suisses, ils sont comme ça. Hein. Donc, s'ils l'ont pas extradé, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un truc qui jouait pas, quoi. Ouais. Alors, à l'époque, il a été enfermé 10 mois, dont 8 assigné à résidence, donc dans votre chalet en Suisse. 9 semaines en prison et en tout 10 mois. Ouais. Oui, assigné donc en prison, quand même, en prison, Comment il a vécu cela, cet enfermement? Il y a eu plusieurs, comme je le raconte dans mon livre, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, au début, ils l'ont mis dans un monastère pendant 1 ou 2 semaines, et puis après ils l'ont mis à Winterthur dans une petite cellule. C'était très dur pour lui, en plus il avait l'âge qu'il avait, donc c'était très dur. Heureusement comment on dit, le patron de la prison, le directeur de la prison était vraiment il l'aimait bien, donc il jouait aux échecs avec lui. Bon, ça s'est pas si mal passé, et heureusement finalement qu'il a été arrêté en Suisse et pas dans un pays autre où peut-être il aurait été plus maltraité. Oui. Mais peut-être extradé d'ailleurs. Disons que c'est quand même jamais agréable d'être emprisonné à cet âge-là. Et vous-même, vous l'avez vécu? Vous-même et vos enfants, effectivement. Pour nous, c'était extrêmement dur, et puis c'était inquiétant parce qu'on savait pas quand ça allait s'arrêter, on savait pas s'ils allaient l'extrader. Donc c'était le fait de pas savoir, en fait, qui était très très inquiétant. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin de le raconter dans un livre, pour que ça reste et qu'il y ait une trace de tout ça. Ouais. Vous dites effectivement, quand vous étiez assigné à résidence, vous et vos enfants, ça a quand même... moi, je n'étais pas assignée à résidence. Non, quand votre mari était assigné, oui, que ça a été un véritable cauchemar, effectivement, pour vous et vos enfants. Vous dites, nous vivons comme des prisonniers. Vous avez été vraiment harcelé par la presse. Oui, au début, quand il est arrivé, c'était le 4 décembre, c'était au moment de Noël. Il
quand il est arrivé jusqu'au mois de janvier, on était entouré. D'ailleurs, il y a des photos que vous pouvez trouver sur Internet où on était entouré des médias du monde entier. Donc, on pouvait pas sortir, ou alors fallait qu'on se cache sous les couvertures. On était harcelés. Il y avait des journalistes qui se faisaient passer pour de Père Noël ou de vendeurs de pizza. Ah, vous avez même eu ça? Ouais, journalistes déguisés en Père Noël. On a tout eu. Oui. Vous dites même avoir eu peur à un moment d'un drame à la John Lennon. D'ailleurs, j'avais engagé de la sécurité pour nous protéger les premières semaines. Bon, après j'ai dû arrêter parce que c'était très coûteux. Mais oui, bien sûr, parce que c'est toujours inquiétant quand on est tellement dans l'œil de mire, quoi. C'est vrai. Ah oui. Vous étiez dans l'œil du cyclone, en fait. Ça. Oui, puis c'était mondial. Oui, c'est sûr. Oui. Comme c'est un metteur en scène international, enfin, de réputation. Et oui. Et vous racontez effectivement que vous receviez des lettres complètement terrifiantes. Vous osez même pas donner le contenu tellement elles sont ignobles. Il y avait des lettres très dures, mais en même temps, à l'époque, il y avait beaucoup de soutien. Il y avait beaucoup de soutien à cette époque. C'était donc il y a 12 ans, 12-13 ans. Le monde était différent. On n'était pas dans la même, le même. On n'était pas dans le politiquement correct et la cancel culture et le MeToo, etc., etc. Non, c'est vrai. Oui, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Peut-être ça commençait un tout petit peu, mais c'était pas encore bien déclaré, quoi. Ouais. Et vous avez eu beaucoup de soutien, quand même. Ah oui, absolument. Est-ce que beaucoup de soutien du monde, alors justement, du cinéma, mais etc., oui, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, je cite, il y a eu des pétitions. Je ne sais même pas si elles le servaient, d'ailleurs, ces pétitions. Mais les gens du cinéma mondial ont été très actifs. Absolument, vous le racontez d'ailleurs, c'est vrai, les grands metteurs en scène, les grands artistes, etc. Ouais. Et au fond, c'est là où on voit ce que c'est que la justice. Mais Emmanuelle Seigné, je voudrais savoir, parce que vous aviez déjà votre carrière d'actrice, de chanteuse, etc., etc. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là, vous avez dit, mais pour moi, même si évidemment vous étiez totalement, vous supportiez, comme on dit, totalement Roman Polanski et tout ça, et c'est quoi de plus légitime et normal. Est-ce que vous avez dit, pour moi, quelque chose va changer, non pas la vie incendiée, mais la vie qui stoppe à un moment donné. Je parle de vie, d'activité professionnelle ou pas du tout. Mon activité professionnelle, bien sûr, pendant cette période, pendant ces 10 mois, elle a été arrêtée parce que de toute façon, franchement, c'était compliqué pour moi même de tourner dans un film ou même mon album qui était Vous avez passé dingue. Oui. C'était l'album. D'ailleurs, j'avais cette chanson qui passait sur les ondes au moment de l'arrestation. Vous imaginez l'histoire. Ouais. Et ça tombait très très mal pour moi. Donc bien sûr, mais après l'arrestation, j'ai eu, comme je dis dans mon livre, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses et ça m'a absolument pas impactée. J'ai été impactée au moment de MeToo. On se demande pourquoi, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, et je trouve ça tellement sexiste. Parce que ça a réagi sur vous. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment de MeToo, on a arrêté de me proposer en France. Parce que je viens de tourner un film aux États-Unis, pas à l'étranger, mais en France, oui, parce que j'imagine que, vous savez, il y a beaucoup de lâcheté. Donc les gens doivent se dire ah non, mais on a peur de la polémique, on a peur si on l'engage. En fait, c'est la peur de la polémique plus. C'est pas contre moi, c'est la peur de la polémique, c'est la lâcheté, quoi. Ouais. En fait, dans cette histoire, vous vous êtes senti en quelque sorte, enfin, vous avez été aussi vous-même condamné en quelque sorte. Mais absolument, absolument. Ouais. Oui, il y a une ostracisme. Mais si ça, c'est pas sexiste, je suis sûre que si j'avais été un homme et que c'était ma femme qui avait des problèmes, je suis sûre qu'on m'aurait pas condamnée. Et ça, ils sont là à défendre les femmes et tout, il y a quand même un petit souci, quoi. Oui. Parce que moi, je suis une femme, quand même. Enfin, je crois. Oui. En tout cas, la vie de Roman Polanski a été tissée, effectivement, on l'a dit, de drames et de miracles. Votre histoire, Emmanuelle Seigné, la sienne est vraiment donc bouleversante, kafkaïenne. Vous allez continuer de nous la raconter dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Oui.
on nous informe vraiment sur rien. En tout oui. cas, les fake news, qu'est-ce que ça marche, hein. Et oui, Emmanuel Seigné, bien cette chanson, vous l'aviez interprétée en l'honneur de Roman Polanski lors d'un concert à Paris. C'était en mai 2010 à la Cigale. C'était en quelque sorte un clin d'œil. Au Palace. Au Palace, pardon. C'était en quelque sorte un clin d'œil à votre mari et surtout une allusion au drame que vous viviez depuis 7 mois, donc suite à son arrestation en Suisse. Vous racontez cette histoire. Je pourrais la chanter aussi aujourd'hui. Je crois qu'elle est vraiment d'actualité. Elle reste, alors elle est encore plus d'actualité. En tout cas, votre histoire, vous la racontez dans votre livre Ma vie incendiée, paru aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes resté très longtemps silencieuse sur l'affaire Polanski. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à sortir du silence ? En fait, je voulais pas juste parler de ça pour parler de ça, donner des interviews là-dessus. Ce que je voulais, c'est justement écrire quelque chose qui tenait la route et pouvoir parler de ça d'une manière correcte. Donc ça m'a pris du temps, d'abord du temps de digérer cette histoire qui était assez traumatique. Donc j'étais pas prête tout au début de le faire. Et puis après, il a fallu le faire. Donc ça aussi, ça m'a pris du temps. Donc voilà, ces 12 années m'ont servi à ça. Au début, je me disais, je le ferai, mais quand je serai super vieille et que Roman ne sera plus là et tout ça. Quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle. Voilà. Et en fait, c'est mon agent, François Samuelson, qui m'a dit non, tu devrais le faire maintenant, au contraire. Et puis après, tu n'auras plus ta mémoire. Tu vas perdre ta mémoire. Et c'est vrai que je me suis battue avec ma mémoire. Et donc voilà, mais c'est sûrement que c'était le moment, quoi. Et vous racontez, enfin vous dites dans votre livre effectivement que l'homme que la presse accable depuis tant d'années n'est pas celui que vous connaissez et avec lequel donc vous vivez depuis plus de 35 ans, c'est ça ? Oui, on s'est rencontrés en 85, on s'est mariés en 89. Et c'est vrai que ce que je lis dans la presse et ce que j'entends, ça n'a absolument rien à voir. Et je ne suis pas une femme sous emprise. J'ai plutôt du caractère. C'est plutôt, s'il y a quelqu'un qui est sous emprise, ça serait plutôt lui. Et voilà, donc non, c'était impossible pour moi que je laisse faire ça, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose. Et oui, vous dites que c'est un homme respectueux, incapable de forcer qui que ce soit. Ouais, absolument. Mais plusieurs femmes, vous le dites, l'ont accusé d'abus sexuels. Exactement, pour des faits qui remontent à 40-50. Mais selon vous, on est d'accord, on en a parlé tout à l'heure, Samantha Gemer est sa seule et unique victime aujourd'hui. C'est sa seule victime, mais c'est surtout une victime, c'est une femme formidable, quoi. C'est ça qui est étonnant. Vous en connaissez, vous, beaucoup des affaires où le procureur et la victime défendent l'accusé. C'est un truc de dingue. Donc voilà, mais cette affaire, hélas, quand vous avez appris collé à la peau, quoi. Quand vous avez appris justement l'existence de cette affaire à l'époque, ça vous a choqué ou pas ? Non, parce que c'était... moi, j'étais mannequin à 14 ans, donc je voyais les mœurs de l'époque. J'avais beaucoup d'amis qui avaient cet âge et qui couchaient avec des photographes. Et c'était... je dis pas que c'était bien, je suis pas en train de dire que c'était une époque qui était bien, mais c'était l'époque. Et je sais que ça plaît pas quand je dis ça, mais c'est la réalité. On voit ça dans les films, on voit ça... C'était une époque comme ça. Il faut regarder Blow Up d'Antonioni, il faut se rappeler tout ça. C'était une époque comme ça. Oui. Et vous dites effectivement, certaines étaient sans doute, je parle des accusatrices, certaines étaient peut-être amoureuses, d'autres convoitaient un rôle en quelque sorte. Oui, peut-être, je sais pas. Je sais pas quelles sont leurs motivations. Et moi, j'ai pas envie de dire du mal, mais je sais pas quelles sont leurs motivations. Oui. Alors en 2004, il sera jugé pour avoir mis en doute la véracité des accusations portées à son encontre par l'actrice Charlotte Lévis. En 2004, c'est ça. En 2024, il sera jugé effectivement. Elle dit avoir été abusée sexuellement par lui au début des années 80, alors qu'elle avait 16 ans. Quel est votre avis, vous, sur cette affaire ? En fait, elle attaque Roman en diffamation pour avoir dit dans Paris Match, pour être une bonne menteuse, il faut avoir une bonne mémoire. Et en fait, c'est bien qu'il y ait ce procès qui, hélas, aura lieu qu'en mars 2024, donc c'est pas tout de suite. Mais il y a eu un article très très bon dans Le Point, qui bien sûr n'a pas été repris parce qu'il était trop bon pour lui, où il y a beaucoup d'informations sur les contre-vérités, quoi. Enfin, sur les... Donc il faut vraiment lire cet article ou le retrouver,
où on voit qu'il y a beaucoup de mensonges. Et oui, effectivement, dans votre livre, vous citez effectivement un entretien que cette actrice avait accordé en 1999 à un tabloïd britannique où elle avait déclaré « Je voulais être sa maîtresse, je le désirais probablement plus que lui ne le voulait ». Et puis moi, je l'ai connue, cette jeune fille. Je l'ai connue puisqu'elle était... c'est la période où j'ai rencontré Roman et donc je l'ai connue et j'ai vu, j'ai vu comment elle était, quoi. Et oui, et effectivement, à l'époque, vous racontez qu'à l'époque où vous l'avez connu, effectivement, plein de filles le courtisaient. Il était déjà, c'était déjà un très grand metteur en scène quand vous l'avez rencontré. Puis il était, d'abord, il faisait extrêmement jeune, il était très séduisant, il était étranger, il avait eu cette histoire de Sharon Tate, donc les femmes voulaient le sauver un peu. Il y avait ce truc. Et oui, rappelons que Sharon Tate, effectivement, c'était l'une de ses femmes, effectivement. C'était sa femme, c'était son épouse. Elle était enceinte de lui, elle allait accoucher. Et quand il y a eu le massacre de Ciel-Audra avec la secte de Charles Manson et compagnie, qui a été un drame terrible. Dont elle a été assassinée, effectivement, c'était en 1969 par 4 membres, effectivement, de cette secte satanique. Ce drame a hanté toute votre vie, Emmanuelle. Oui, vous me posiez la question de l'histoire de Samantha Gamer quand je l'ai rencontrée. Pour moi, le problème, c'était l'histoire de Sharon Tate. Ça me terrifiait. Ça me terrifiait, ça me faisait très peur. C'était un problème. Pourquoi c'était un problème pour vous? Parce que, je sais pas, j'avais peur. S'il y avait une ombre à notre histoire, c'était celle-là. Il y était pour rien. Non, mais je dis pas que c'était lui le problème. Mais oui, ça me faisait peur parce que je me disais, oh là là, je vais être l'autre femme. Enfin, c'est pas je vais être, l'autre femme après ça. Et oui, c'est lourd. Et oui, vous dites exactement, je vous cite, vous vous êtes souvent senti donc écrasé par l'idéal planétaire que Sharon et Roman incarnaient. Ils étaient jeunes, beaux, talentueux et célèbres. Oui, c'est vrai qu'ils avaient cette chose, mais bon, il y avait ça, mais il y avait aussi surtout la peur que, vous savez, dans l'inconscient, on se dit toujours, ah là là, ça peut réarriver, et puis je suis sa nouvelle femme. Donc oui, ça m'angoisse. Oui, ça m'angoissait, mais bon, voilà, je suis encore vivante. Tout va bien. Tout va bien. Et oui, à certains moments, vous parlez effectivement que parfois vous deveniez effectivement parano. Il vous est arrivé de sortir même pendant l'affaire, pendant l'affaire, j'avais un petit couteau dans mon sac, un petit couteau argentin. J'avais peur. C'est normal. Et oui. À l'époque, en tout cas, vous avez connu Roman Polanski. Effectivement, donc c'était quelques années après l'assassinat de Sharon Tate. Donc vous racontez que à cette période, il s'étourdissait effectivement dans des histoires sans lendemain. Et à ce propos, vous écrivez ceci: il est resté profondément lié au petit garçon perdu dans le ghetto donc de Cracovie, à qui on a enlevé sa mère, puis son père. Oui, absolument. Après, je ne vais pas expliquer ça par ces drames, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de relations, mais comme beaucoup d'hommes aussi à cette époque. Même maintenant. Comment ? Même à présent. Oui, mais non, je pense que maintenant c'est plus calme, c'est plus calme. Mais oui, je pense que oui. Puis bon, il s'était pas remarié après Sharon, donc il était célibataire, donc voilà, il profitait de son célibat. Et oui. Est-ce que par éclair, vous lui en voulez d'avoir incendié votre vie ? Ah non, enfin, par éclair, dans le livre, je le dis, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où je me disais, ah là là, pourquoi il n'a pas réglé cette histoire? Et puis après, je me disais, mais non, je peux pas penser ça, parce que s'il n'a pas réglé, c'est qu'il n'a pas pu. Non, je lui en veux pas, absolument pas, parce que c'est pas lui qui a incendié ma vie, c'est tout le reste autour. Et puis j'ai choisi aussi, j'ai pris un risque, donc je l'assume totalement. Bien sûr. Voilà, bon, après, ça a mal tourné. Vous avez une vie. Voilà, on a une vie merveilleuse, on a 2 enfants fantastiques, on est heureux ensemble, on a fait 6 films. Ah oui, c'est vrai. Ensemble, donc voilà, c'est positif, il n'y a pas que des mauvaises choses. Sûrement pas. Et justement, heureusement. 6 films, de très bons films, enfin, je veux dire. Et justement, vous avez appelé votre fils Elvis parce que vous êtes une grande passionnée de rock'n'roll. Absolument. C'est vous qui avez décidé de Elvis? Oui. Ah ouais. Oui, vous avez vu le film juste l'Assise de Baz Luhrmann. Je l'ai bien aimé. Le cinéma, en fait, c'était
une passion secondaire pour vous. Le cinéma, c'est arrivé par accident pour moi. J'étais mannequin très jeune, et puis très tôt, on m'a demandé de jouer dans des pubs. J'avais fait une pub avec Jean-Paul Rapneau pour la crème Nivea. Et puis voilà, j'ai rencontré Dominique Besnéard qui m'a présenté Godard. Mais c'était plus un peu un accident et on m'a un peu poussée. C'était pas mon désir principal. Mon désir principal, c'est j'avais envie de faire du rock, mais dans les années 80, pour une jeune Française, c'était compliqué de faire du rock. Et c'était plus de la variété et c'était moins mon truc. Ah oui. Donc, et vous vouliez devenir Mick Jagger, c'est ça, en quelque sorte. J'aurais bien aimé, mais bon, hélas, tout le monde n'est pas Mick Jagger. Emmanuelle Seigné, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer donc de parler de ce livre extraordinaire que vous publiez donc aux éditions de l'Observatoire, Ma vie incendiée. À tout de suite. Super duo entre Emmanuelle Seigné et son compagnon mari, plutôt Roman Polanski. Alors ce titre, Emmanuelle Seigné, votre maison de disques, vous avez suggéré de le retirer de votre deuxième album, dont la sortie a été reculée suite à l'arrestation de votre mari en 2009. Oui, absolument. C'est vrai que sur cet album, il y avait ce fameux duo qui était un peu malvenu étant donné les circonstances. Mais moi, je voulais pas le retirer parce que le retirer, ça aurait été dire que j'étais coupable de quelque chose. Et non, en plus, c'est un duo qui a été fait avant. Et voilà, donc je l'ai assumé et il est sur l'album. Et voilà. Et vous préparez un nouvel album ? Oui, je prépare un nouvel album avec mon groupe L'Épée. Et vous êtes parfois donc en tournée non, en ce moment, non. D'accord. Et un film en préparation ? Non, je viens de faire un film à New York, là, avec William Dafoe. Et voilà. Et en France, vous n'avez plus de propositions du tout ? Pas pour le moment, non. Mais en même temps... j'en meurs pas. J'en meurs pas. Ça vous empêche pas de dormir. Non. Et comment ça se passe pour Roman aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit il a 89 ans, c'est ça ? Il a 89 ans, il est en pleine forme physique, mais c'est vrai que pour lui, c'est très dur de monter un film. Là, il vient de faire un film avec des Italiens. Parce que l'Italie est un pays qui résiste assez bien à tout ça, en fait. C'est peut-être même le seul. Et voilà, il est en train de le finir, mais il a eu aucun argent de la France. Ah oui, rien du tout. Rien du tout. Ah oui. Et vous racontez effectivement que certains agents déconseillent même aux acteurs de jouer dans ces films. Absolument, ouais. C'est incroyable. Absolument, ouais. Quel est votre rapport, vous, aujourd'hui, avec le cinéma français, avec les acteurs avec qui vous avez tourné ? Vous savez, moi, en France, j'ai jamais été bien vue. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier film Frantic, enfin pas mon premier, parce que j'avais tourné avec Godard avant, mais quand j'ai fait Frantic, le film a eu un grand succès assez mondial et j'ai eu plein d'offres aux États-Unis, partout. Même la Warner voulait me signer un contrat de 3 films. Et en France, par contre, j'étais vraiment très mal vue. On disait oui, elle est jolie, elle est sexy, mais bon, elle est nulle. On sait comment elle a eu le rôle, tout ça. Donc après, quand j'ai fait Place Vendôme avec Nicole Garcia et que j'étais nommée au César, là, tout d'un coup, j'ai eu une petite carte. Et là, j'ai travaillé correctement. Mais oui, en France, ça n'a jamais été un pays où j'ai été tellement bien adoptée. Donc en fait, comment l'expliquez-vous ? Je me suis construit. Déjà, j'étais rebelle de nature et je me suis construit une carapace et du coup, je suis habituée à ça. Donc c'est pas comme si tout d'un coup ça m'arrivait d'un coup. Vous voyez, j'avais construit des anticorps pendant Mais comment l'expliquez-vous ? Par jalousie ? C'est bien les anticorps. Ouais, vous faites par des jalousie, parce que voilà, j'étais pas dans le circuit français de l'époque. Et puis voilà, que j'avais fait ce mariage qui dérangeait, quoi. Donc voilà, mais après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est mon destin. Je vais pas pleurer. Oui. Alors, ce qui est incroyable, effectivement, c'est que le film J'accuse, donc de Roman Polanski, pour lequel donc il a reçu, on le sait, de nombreuses récompenses, notamment des Césars, n'a pas été distribué encore aujourd'hui dans les pays anglo-saxons et son prochain film donc ne le sera peut-être pas non plus en France. Revenons à cette polémique autour de J'accuse, André Berkoff. Oui, alors d'abord, oui, moi je voudrais juste dire quelque chose par rapport au J'accuse, par rapport à ce film, d'ailleurs qui est remarquable, que tout le monde,
franchement, a trouvé remarquable. Enfin, personne. Oui, il a eu le Lion d'argent à Venise, d'ailleurs. Non, mais c'est un film, je veux dire, il a retracé l'histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, donc, on ressuscite une histoire qui date de 1977, et on fait quelque chose qui consiste à dire, non mais moi je crois que c'est très important, parce que ça s'est appliqué à Polanski, mais ça s'applique à d'autres aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si vous avez été innocenté, même si vous reconstituez l'époque, même si vous mettez dans la perspective de l'époque, vous avez le sceau de la famille, et certaines personnes doivent effectivement correspondre à ça, et les autres, eh bien, ne disent rien, parce que, voilà, c'est le... Et je dois dire que, comment vous avez vécu cette cérémonie des Césars, Emmanuelle Seigné? C'était... bon, moi, déjà... Vous y étiez, vous, Non, bien sûr que j'y étais pas. Ouais. Déjà, quand je suis nommée, j'ai pas envie d'y aller, et puis je risque pas d'y retourner. Donc, je vote même plus depuis 5 ans, parce que j'ai décidé de plus donner l'argent pour la cotisation. Donc, non, bien sûr, j'y étais pas, mais oui, moi je l'ai pas regardé, la cérémonie, j'ai pas envie de me faire du mal. Mais bien sûr, moi ce qui m'a le plus choqué en fait dans tout ça, c'est vraiment ces tweets antisémites qu'il y a eu, enfin ces choses antisémites qu'il y a eu dehors, parce qu'il y avait les policiers qui utilisaient des gaz lacrymogènes. Les gens qui étaient dehors. Et oui, il y avait des femmes qui disaient mais c'est pas nous qu'il faut gazer, c'est Polanski. C'est terrible. Et ça c'est très choquant. Et je suis surprise dans une époque où on pourrait plus rien dire que ça choque personne. Mais il y a eu des tweets écrits. Oui, il y a eu des tweets écrits, absolument. Et oui, il y a même des manifestants, effectivement, qui criaient dehors qu'il faut absolument gazer Polanski. Ça c'est extrêmement choquant. Donc, voilà. Bon. Mais comment vous expliquez qu'une partie des autorités aussi, enfin, on va pas citer des noms, etc. Je cite des noms dans mon livre. Je dis tous les politiques, ce qu'ils ont dit et tout ça. Et oui, je vous cite. Franck Riester, alors, à l'époque, ministre de la Culture, effectivement, avait déclaré qu'un César pour Polanski serait un symbole mauvais. Marlène Schiappa avait dit « Aller applaudir une personne accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve cela choquant. » Oui, c'est-à-dire que tous ces gens, ils zappent la présomption d'innocence, qui est quand même la différence entre une démocratie et une dictature. Donc c'est un peu inquiétant, quoi, pour des politiques. Ouais. Mais pourquoi il n'a pas été distribué? Céline, vous disiez qu'il n'a pas été distribué à l'étranger, J'accuse. Pas dans les pays anglo-saxons, il a été distribué en Italie. Et pourquoi? Pour la même raison? Ils l'ont pas acheté. Mais même le film d'avant, d'après une histoire vraie, avec Eva Green, il a été acheté par un des plus grands studios américains, je me rappelle plus lequel, si c'est Sony ou je sais plus lequel, et ils l'ont jamais sorti. Ils l'ont jamais sorti. Ils l'ont jamais sorti. Pourtant, ils ont dépensé de l'argent à l'acheter. Oui, monsieur. C'est toujours, mais c'est pour les mêmes raisons. C'est la peur de la polémique, la peur. Et l'Académie des Oscars aussi l'a condamné. Il a été exclu en 2018. C'est terrifiant. Absolument. Ouais. Comment il a vécu tout ça? Et d'ailleurs, 3 mois après, je le raconte dans mon livre, ils m'ont demandé moi de rejoindre l'Académie. Donc, Et vous leur avez dit quoi? Je leur ai écrit une lettre sympathique que vous pouvez lire si vous lisez mon livre. Quelles sont les institutions qui n'ont pas lâché Polanski? L'Académie, comment ça s'appelle Oui, l'Académie des Beaux-Arts, pas des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, c'est ça? Des Beaux-Arts, non, Attendez, j'ai un trou là. Oui. Enfin bon, il y a eu l'Académie. La Cinémathèque, non? La Cinémathèque et l'Académie. L'Académie des Beaux-Arts. Oui, les académiciens, c'est ça. Ah oui. Et comment il le vit? Comment il le vit, cet état des choses? Pour lui, c'est affreux parce que c'est tellement injuste, quoi. Bien sûr que c'est affreux, Oui. Il a connu la guerre, le ghetto, l'assassinat de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait qu'il a survécu à autant de violence, Roman Polanski? Je sais pas. Je pense que c'est sa nature. Il a une nature très forte et très optimiste, une joie de vivre qui est très forte. Et il est toujours optimiste? Ouais, il est optimiste. Il est optimiste et il a quelque chose d'innocent aussi. Il a quelque chose de, justement, c'est presque d'enfantin dans ses réactions et c'est beau de garder ça après tout ça, quoi.
Oui. Et vous dites que l'empêcher... Moi, je serais totalement aigrie, en fait, à sa place. Ah, oui. Non, parce que... Non, mais on voit très bien, parce que... Non, mais ayant fait les films qu'il a fait, ayant eu le retentissement, il peut pas être aigri. Il aurait été aigri s'il avait fait une petite œuvre ou une demi-œuvre, etc. Or, personne ne peut nier... Non, mais encore une fois, on peut avoir les réserves qu'on veut, on peut être pas du tout d'accord avec lui sur certaines choses ou certains comportements. Voilà. Quelqu'un qui nierait les films de Polanski, c'est quelqu'un d'une évidente mauvaise foi. Peut pas. Vous savez, c'est toujours pareil. Moi, je m'excuse, j'insiste là-dessus. Je veux dire, Jean-Jacques Rousseau a laissé ses enfants à l'hospice et il a écrit de l'éducation. Mais ça reste Jean-Jacques Rousseau. C'est pas ce qu'a fait Polanski. Oui, mais moi justement, c'est ce que je dis dans le livre et c'est ce que je dis tout le temps. Moi, ça m'intéresse pas de défendre l'artiste parce que je sais que c'est un grand artiste et franchement, ça m'a plutôt gâché ma vie que ça soit un grand artiste. Pourquoi ? Parce que c'est tout ça. Si c'était un nul, vous croyez qu'il vivrait tout ça ? Bien sûr que non. C'est parce que c'est un génie qu'on l'emmerde comme ça. Donc moi, ce que je veux, c'est défendre l'homme. C'est ça qui m'intéresse, parce que l'homme, il est merveilleux, il n'est pas du tout ce que les gens pensent. Et c'est ça qui m'intéresse. L'artiste, on sait que c'est un grand artiste. Je vous dis, si c'était un nul, franchement... Aujourd'hui, vous ne seriez pas là, d'ailleurs. Non, si, peut-être. Quel message auriez-vous envie de dire aujourd'hui sur Sud Radio à tous ceux, effectivement, qui dénigrent le génie qu'il est ? C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, le génie, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils lisent ce livre pour connaître l'homme. Et c'est ça que j'ai essayé de décrire dans ce livre. Et j'espère que j'ai réussi ça. Parce que moi, je vis quand même avec lui depuis 85. Donc, c'est où je suis une mongolienne et que je vois pas qu'il y a un problème ou il y a un souci, quoi. Ouais. Et en fait, vous avez, c'est vrai, et vous... Enfin, c'est un livre, encore une fois. C'est vrai, c'est intéressant, parce que Polanski a fait J'accuse et vous faites Je défends. Oui, non. Ouais. Mais moi, je le défends pas, en fait. C'est la vérité qu'il défend. C'est la vérité, c'est pas moi. Ouais. C'est la vérité. Moi, dans ce livre, c'est assez factuel. Je donne pas mon opinion. Je dis la vérité. Je dis, voilà, il s'est passé ça, il y a eu ça. C'est que des faits. Après, les gens, ils croient pas, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils ont accès à ça. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il est encore fiché à Interpol. Oui, absolument. Il y a encore ce mandat d'arrêt. Ouais. Oui, mais ça, c'est la. De toute façon, tout est absurde dans cette histoire, donc je crois qu'il ne faut pas essayer de comprendre. Mais parce qu'il a été illustration de l'absurdité d'une vie, quand il y a eu les camps, quand il y a eu tout ça. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire des clichés, mais Kafka et compagnie, c'est pas arrivé par hasard. Il y a ça aussi dans la vie. Et en fait, comme vous dites, vous avez eu des moments très difficiles et puis il y a eu des moments formidables. Mais bien sûr, voilà, absolument, absolument. Et vous avez, en fait, aujourd'hui, Emmanuel, alors vous avez ce livre et vraiment, on le recommande, ce livre, parce que il dit des choses, c'est très intéressant, humainement, c'est très intéressant et passionnant. Mais vous, par exemple, aujourd'hui, vous avez continué à faire de la musique, bien sûr, et du cinéma aussi. Bien sûr. Après, vous savez, moi, j'ai toujours fait pas beaucoup de films parce que je trouve que c'est rare d'avoir des bons rôles et j'ai envie de faire des choses intéressantes. Et donc, j'ai pas envie de faire des films pour faire des films. Donc j'ai toujours été assez difficile et sélective. Bon, maintenant, j'ai pas trop le choix, mais je pense que je vais continuer comme avant. C'est-à-dire, s'il y a un projet qui me plaît, avec un rôle qui me plaît, je vais le faire, bien sûr. En tout cas, votre livre, vous devriez l'adapter au cinéma, parce que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hors antenne, c'est un scénario pour Hollywood. Celui qui va m'acheter les droits, il faudra que ça soit un top niveau, hein, parce que je vais pas le donner à n'importe qui. Et je voudrais pas jouer mon rôle, en tout cas. Ah oui, d'accord. Vous aimeriez pas l'incarner? Non, pas du tout. Pourquoi? Non. Parce que je trouve que ça serait beaucoup trop narcissique. Et puis non, pas du tout. Emmanuel Seigné, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, je rappelle donc que votre livre Ma vie incendiée est paru. Une vie incendiée. Une vie incendiée est paru aux éditions de l'Observatoire. Chers auditeurs, si vous êtes à Paris ce week-end, ne ratez pas cet événement exceptionnel qui aura lieu donc à la grande synagogue de Nazareth dimanche. C'est à 16h. Ça s'appelle les violons de l'espoir. Ces instruments ont survécu à la Shoah et ils ont retrouvé donc leur magie grâce à un luthier iconique amené
Amnon Weinstein. Leur histoire est vraiment extraordinaire. Elle sera racontée à travers un documentaire et un concert. Amnon Weinstein sera là dimanche, donc à la synagogue de Nazareth. Émotion garantie. Allez-y si vous êtes à Paris. Tout de suite sur Sud Radio, eh bien vous retrouvez Brigitte Lahaie. Comment se faire respecter dans ses relations professionnelles, amicales et familiales? Quels sont les indices qui doivent nous alerter? Eh bien réponse dans un instant sur Sud Radio avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste.